Bonjour à tous. Aujourd'hui, ici présent, je me présente Ledon Mathieu. Je vais vous présenter ma thèse dans le cadre de mes études de mon MBA MCI au sein de Vinci Executive Education. Je fais partie de la promotion 2024-2025. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'utilisation de la data dans le rugby. Donc, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que le fait de commencer cette année au sein du MBA MCI dans une école très digitalisée et moi passionné de rugby depuis mon plus jeune âge, commençant à l'âge de mes 6 ans dans un petit club nommé Aubergenville jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pu passer par différentes formations, notamment par le Racing Massy, Suresnes, et ceci m'a emmené à Bergerac pour décrocher un premier contrat professionnel, ce pourquoi j'ai une passion, et donc je vais vous la présenter de cette manière-là. Alors, au sommaire de cette présentation, donc tout d'abord, je vais vous présenter le contexte ainsi que la méthodologie, donc pour remettre un petit peu de contexte sur quand a commencé le rugby, d'où est intervenue la data dans ce sport. Puis, je vais pouvoir vous parler des leviers clés de la data, donc notamment des outils fondamentaux qui sont utilisés de nos jours, les GPS, une partie biométrie et l'analyse vidéo. De cette manière, nous pourrons voir comment sont optimisées les performances grâce à ces outils. On pourra aborder par la suite les limites et les défis. Et puis, je vous parlerai donc des innovations euh, qui viendront, je l'espère, dans le futur. Et pour conclure, je vous préconiserai mes recommandations et je finirai par une conclusion générale. Alors, pour remettre un petit peu ce sport dans son contexte, la naissance du rugby a été faite en 1823, initiée par Monsieur William Webb Ellis, qui en fait a décidé de transgresser les règles du football en saisissant le ballon à la main et de faire des passes en avant, qui sont devenues interdites par le temps, avec le temps, parce que maintenant il est obligatoire de faire des passes en arrière. Donc voilà comment le rugby a commencé. À la suite de ça, on a pu voir des premiers championnats naître, et notamment en France en 1892. C'est là où est intervenu le premier championnat en France. À la suite de ça, le rugby est devenu professionnel en 1995. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à être télévisé. Et c'est de cette manière qu'on a pu voir de premiers joueurs professionnels passer de joueurs qui passent une partie du temps au club et l'autre partie du temps à travailler dans des exploits, dans des emplois extérieurs, à devenir des joueurs euh, entièrement dédiés au rugby. À la suite de ça, on a pu voir en 2010 l'ère de la data arriver, avec différents outils qui sont les GPS, l'analyse vidéo, l'intelligence artificielle qui commence à arriver. Donc, de cette manière, je me suis posé une problématique qui est quels sont les apports et les limites de l'analyse de la data, notamment dans l'amélioration des performances individuelles et collectives. J'ai voulu aborder ce sujet-là et notamment le décliner sur les différents championnats qui sont le top 14, qui est l'élite du rugby français, le championnat numéro 1, et qui est d'ailleurs l'un des meilleurs championnats du monde. Puis la Pro D2, qui sont les deux championnats professionnels du rugby, et à la suite de ça, déclinés vers des niveaux qui sont considérés comme semi-professionnels, qui sont la nationale 2, et puis certains clubs de Fédéral 1 qui mixent entre le rugby amateur et semi-professionnel. Donc, ma méthodologie de recherche, ça a été tout d'abord une analyse documentaire. À la suite de ça, j'ai pu lire énormément de documentation pour pouvoir nourrir mes idées et mes recherches. À la suite de ça, je les ai agrémentées de par des entretiens quantitatifs, pardon. Donc, ça a été 7 entretiens semi-directifs avec des joueurs, des analyses vidéo et des préparateurs physiques. Et puis, j'ai pu faire intervenir mon analyse critique et ma légère expertise sur ce sport. Par rapport au panel d'experts interrogés, on a, comme je vous l'ai dit, des joueurs qui ont été interrogés
de par leur niveau. Donc là, tout d'abord, on a Léo Barré, donc, qui est arrière et ouvreur du Stade français Paris. Donc c'est un international français en sélection, malgré son jeune âge qui est seulement de 22 ans. Son témoignage, il m'a permis de mettre en lumière donc, les réalités du rugby professionnel et même de très haut niveau avec une expérience en équipe de France qui n'est pas négligeable. Puis Jonathan Mayao qui, lui, officie au poste de talonneur au sein de l'AS Béziers. Donc ça m'a permis aussi d'avoir son avis et puis comparer les réalités du top 14 et de la Pro D2. Suite à ça, j'ai pu interroger Elias Koulibaly qui m'a permis de comprendre aussi les spécificités du niveau de national. Donc là, on est plutôt sur les niveaux semi-professionnels et donc voir aussi une comparaison avec Monsieur Thibaut Amblard qui est donc joueur au RCAV, donc rugby Val-Sobona, donc qui évolue en National 2. Il m'a aussi apporté une expertise de par le fait qu'il ait fait des études sur de la préparation physique. Sur le côté préparateur physique, j'ai pu aussi interroger Monsieur Emeric Charvolin, qui est donc préparateur physique donc, de l'équipe du Rugby Club Aubenas-Vals et qui avait une expertise donc, sur toute la partie prévention de blessures, comment individualiser les entraînements, comment les outils peuvent être utilisés. J'ai aussi fait intervenir Fourquet, donc, qui est un analyste du meilleur championnat, donc, qui est le top 14. Il y évolue depuis déjà 2025 en tant qu'analyste vidéo. Donc, ça a été un des tout premiers analystes vidéo. Donc, son expertise a été très précieuse. Et à la suite de ça, donc, j'ai pu avoir Monsieur Thomas Lièvremont, donc, qui a été donc, le premier joueur professionnel du rugby français. Il est aussi international français à de nombreuses reprises. Il a été entraîneur d'équipes professionnelles et surtout, il est le fondateur d'Aya Sport, un outil que nous allons évoquer par la suite. Donc, tout de suite, je vais pouvoir vous évoquer donc, les trois leviers majeurs de la data. Donc, je vais commencer par les données GPS, puis les données biométriques. Et pour conclure, je pourrais détailler donc l'analyse vidéo. Donc, en ce qui concerne les données GPS, donc, on peut voir sur l'image ci-dessous qu'en fait, c'est un capteur qui vient se placer donc, derrière les omoplates. Il va permettre de pouvoir dissocier entre 10 et 18 positions, 18 formes d'analyse, donc qui vont être la distance totale parcourue, le nombre de distances à haute intensité qui dépasse 18 km/h, le nombre de sprints pareil qui dépasse au-dessus de 25 km/h, les différents types d'accélération ou décélération, les vitesses maximales, et donc le player load, là, ça va être plutôt des capteurs de chaleur qui vont apparaître lors de l'analyse de ces GPS. Donc, en quoi le GPS est une révolution technologique? Bah, tout d'abord, ils sont devenus incontournables dans le rugby, puisqu'en fait, ils mesurent la charge externe. Donc, c'est-à-dire que le joueur, ce qu'il va faire sur le terrain, va pouvoir être recensé par les GPS. Donc, on va pouvoir savoir à quel moment il a sprinté, à quel moment il a accéléré ou décéléré, et pouvoir justement comparer ces données, notamment sur son état de forme à ces moments-là du match. En ce qui concerne la partie biométrie, donc là, on va plutôt parler de fréquence cardiaque, donc ça va être la mesure en temps réel de l'intensité cardiovasculaire et notamment sur la récupération après avoir effectué des efforts à haute intensité. On va avoir une variabilité, donc HRV, donc là, ça va être plutôt une évaluation sur l'état du système nerveux, sur la capacité aussi de récupération. Et puis, on va pouvoir mettre en place des questionnaires, donc qui vont être des questionnaires de bien-être, ou alors des questionnaires qui vont être liés à un RPE. Donc là, ça va être plutôt pour évaluer justement la dureté d'un effort. De cette manière, en fait, la partie biométrique, donc là, on va être plutôt sur une charge donc, interne, donc c'est-à-dire que la manière dont le corps il encaisse les efforts, on va pouvoir, donc, suite à une utilisation d'un GPS, on va pouvoir voir que le joueur a sprinté à 25 km/h, qui va être donc une très haute intensité. On va pouvoir comparer et voir l'effet que ça a pu avoir sur un impact cardiaque, sur donc, son état nerveux, au niveau de sa fatigue. Donc, c'est de cette manière que on va pouvoir ajuster aussi la charge des entraînements, par exemple, sur de, de profils physiques différents. En fait, on va pouvoir constater qu'un
même effort va être ressenti totalement différemment en fonction du joueur. Et c'est en ça que la partie cardiaque et, euh, et les questionnaires vont pouvoir intervenir, puisqu'on va pouvoir euh, adapter donc nos entraînements par rapport à cette charge d'effort. De cette manière, donc, il y a l'analyse vidéo qui est donc apparue tout d'abord en 1995 avec des diffuseurs, différents diffuseurs, mais notamment Canal+, qui a fêté ses 30 ans en tant que diffuseur de rugby. Au début, donc, l'analyse vidéo était faite de manière assez générale, hein, comme a pu nous l'évoquer M. Serge Fourquet. Ils avaient énormément d'informations qu'ils ne savaient pas comment les traiter. Au fur et à mesure du temps, en fait, suite aux outils qu'on a pu voir précédemment, on a donc cette partie GPS biométrique qui donne des chiffres bruts, et donc la vidéo vient pour contextualiser donc ces actions. Donc concrètement, on va pouvoir voir avec la vidéo comment un joueur réalise sa passe, le nombre de plaquages qu'il a pu effectuer, le nombre de temps qu'il a pu passer dans un ruck, etc. Ou alors des phases plus techniques et spécifiques du rugby, donc sur des aspects collectifs qui sont la mêlée, la touche. Euh, Comme on peut le voir en fait sur le document sur la droite, ça c'est un des services qui est proposé notamment par Aya Sport, donc où en fait on va pouvoir mettre en évidence cette partie vidéo qui va être mise en lumière, et tout un tas de statistiques qui vont pouvoir apparaître, que ça soit donc sur l'équipe ou alors de manière individualisée sur un joueur en particulier, et donc voir ses stats au niveau du plaquage, euh, de ses phases offensives, ses pertes de balles, ses en avant, etc. On a aussi donc d'autres outils. Donc là, on va parler plutôt de Hudl, Perfbook, qui sont plutôt des prestataires qui vont permettre justement à des plateformes comme Aya Sport qui, eux, vont être en capacité de sortir tout un tas de statistiques qui, grâce à leur codage réalisé en amont, qui vont pouvoir permettre de séquencer des vidéos et des séquences vidéo propres à une équipe ou même à des joueurs, et donc pouvoir les envoyer sur des plateformes telles que Hudl ou Perfbook, qui vont pouvoir être en capacité de dire écoutez, tel joueur veut voir telle séquence, il y a accès et on lui met à disposition. Donc, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, le rugby de très haut niveau, donc on parle plutôt de top 14 et de Pro D2, donc qui sont vraiment des niveaux professionnels. Les équipes disposent donc de, de l'encadrement des chaînes de diffusion qui sont donc là pour le championnat français Canal+. Donc on a quand même 5 angles différents proposés par la chaîne, donc ce qui va pouvoir permettre d'avoir une analyse vraiment précise et de voir différents angles pour favoriser donc la performance et l'analyse de ce qui a été et ce qui n'a pas été. On a aussi une analyse en temps réel, hein, qui est donc faite déjà pour le téléspectateur, mais qui est donc suivie par tous les analystes, qui permettent justement de pouvoir donner des informations sur l'équipe adverse en temps réel, de pouvoir adapter aussi les stratégies dues à, des, à cette analyse faite par généralement le staff. Le staff, il est composé maintenant de nos jours de 4 analystes qui se partagent les tâches. Donc, un qui est généralement fait pour l'attaque, un autre analyste qui va plutôt se concentrer sur la partie défense, d'autres qui sont sur des aspects plus spécifiques du rugby, donc qui vont être la touche ou la mêlée. Et de cette manière, des consignes en temps réel peuvent être données pour améliorer les performances de l'équipe et donc s'adapter aussi aux équipes adverses. D'un autre côté, donc l'utilisation de la vidéo, en fait, elle est utile et indispensable pour tous les niveaux, hein, qu'ils soient semi-pro ou même amateurs. Euh, Malheureusement, et assez logiquement, les clubs semi-professionnels ou amateurs n'ont pas accès au, euh, à l'usage des caméras Canal+, puisque évidemment les matchs ne sont pas diffusés à ce niveau-là. Mais par ailleurs, ils vont pouvoir avoir l'opportunité de filmer leur match, donc que ce soit par des cadreurs amateurs, des membres des clubs, mais aussi grâce à des outils comme on peut le voir ici, donc c'est une VO. Cette VO a permis en fait de filmer le match grâce à une captation IA, donc qui va permettre
de suivre les actions sans avoir à bouger l'appareil ou l'outil, ce qui va pouvoir quand même permettre aux équipes d'avoir un rendu vidéo et du contenu lié, lié à leur match et à leur performance. Donc, à la suite de ça, ce que ces outils permettent, ça va pouvoir permettre d'avoir une performance individualisée, optimisée, donc notamment sur un suivi de la charge. Là, les entraînements vont pouvoir être davantage plus spécifiques selon le poste, selon les critères du joueur. On va pouvoir lui faire travailler, bah, par exemple, ses attitudes en mêlée, ses techniques de course, son travail physique, puisqu'on peut voir que parfois un joueur ne va pas être aux attendus physiques. Il va y avoir aussi toute une partie prévention de blessures grâce à tous ces outils qui va permettre de voir que quand on va chercher un effort trop intense, on peut risquer de se blesser et le cœur ne peut ne pas suivre l'effort. Donc, on va essayer de travailler en amont pour pouvoir entraîner le cœur à suivre cette charge demandée pour, pour des événements demandés sur le terrain. Et donc, cela va pouvoir permettre de favoriser l'intelligence du jeu, notamment sur la prise de décision, bah, le fait de pouvoir euh, être bien tout d'abord grâce à ces outils dans un aspect physique, dans un aspect mental, mais tout cela accompagné par un aspect visuel où on va pouvoir donc analyser d'une part l'adversaire à venir et d'une autre part ses attitudes, par exemple au contact. Cela va permettre aux joueurs de pouvoir mieux appréhender les matchs, de pouvoir mieux se préparer à vivre ces événements et donc leur préparation individuelle, mais aussi sur une partie de suivi de charge où en fait chacune de ces outils vont permettre de pouvoir calibrer la charge d'entraînement. Si un joueur, on ressent que sa charge interne subjective mesurer donc via les questionnaires démontre qu'il peut y avoir un manque de sommeil ou trop de douleur, trop de fatigue, on va pouvoir adapter ses entraînements. De même que, comme le résume en fait Thibaut Amblard, les GPS vont permettre d'éviter le surentraînement, qui en fait sont vraiment des outils pour favoriser cette performance du joueur, aller dans son intérêt pour qu'il puisse performer du mieux possible. Et notamment sur une partie collective, on va pouvoir aussi euh, ressentir cette partie-là où en fait les joueurs vont être de mieux en mieux préparés sur les stratégies adverses, euh, comprendre comment l'équipe joue et appréhende les matchs et donc pouvoir se préparer en conséquence. Sur la partie blessure, comme a pu l'évoquer Émeric Charvolin, c'est démontré qu'en fait, scientifiquement, plus un joueur sprint régulièrement, plus ses ischios sont prêts. Donc, on parle d'ischio jambier, ils vont être préparés à faire du sprint. Comme on peut le voir sur l'image de droite, en fait, on va avoir un préparateur physique qui va venir mettre une résistance sur le joueur pour pouvoir donc préparer ses ischios jambiers à subir de longs efforts. Je vous ai mis un petit graphique que vous pouvez voir en fait sur une fréquence où on ne s'entraîne jamais. On peut voir qu'il peut y avoir un risque de 45% de blessure. C'est subjectif parce qu'évidemment, cela dépend de différentes variables qui vont être déjà tout d'abord le physique du joueur, sa morphologie et, euh, et ses aptitudes aussi intrinsèques qui vont faire qu'il va être plus ou moins fragile ou non. D'une autre manière, on peut voir que s'il va s'entraîner plus régulièrement, par exemple sur une charge de 2 semaines, il va y avoir donc 15% de risque de moins de blessures. À la suite de ça, on va vraiment pouvoir avoir une analyse de jeu et une analyse comportementale qui va être une étude détaillée, vraiment qui va aller dans l'anticipation des mouvements, adapter les positionnements, les combinaisons qui vont être faites grâce à tous ces indicateurs qui sont la vidéo notamment, mais aussi l'analyse physique des joueurs, de savoir qu'un joueur peut être moins bien sur 2 matchs. On va pouvoir le voir à la vidéo et de par aussi des stats qui sont liées au GPS. Sur le coaching par poste, l'entraîneur va pouvoir donc aussi utiliser des données qui vont permettre de mieux travailler, mieux préparer son joueur et donc de faire des feedbacks personnalisés à ses joueurs, notamment sur, les attendus que l'entraîneur peut avoir de son joueur,
et deux, les attendus qui vont être sur les échéances à venir par rapport à un profil de joueur adverse qui va pouvoir mettre des contraintes sur notre joueur et donc pouvoir mieux les anticiper pour être plus performant le match prochain. Donc tout ça euh, permet donc de renforcer cette performance collective, donc avec cette analyse de l'adversaire, une adaptation en temps réel qu'on a pu expliquer précédemment, et une cohésion donc renforcée par rapport à toute cette donnée où en fait on va pouvoir challenger les joueurs entre eux, les motiver et donc cela va leur permettre de mieux appréhender les matchs comme expliqué précédemment. Par ailleurs, la data elle a ses limites, donc on peut voir que les outils ne sont pas toujours fiables. On parle notamment sur une limite technique des GPS qui peut être modifier leur capacité de par la météo, des interférences liées au stade qui peuvent être couverts. Il peut y avoir une erreur de placement qui fait que le GPS ne va pas pouvoir tout bien capter. Par rapport au biais humain, là, ça va être plutôt sur une déclaration des RPE. Donc le RPE, il correspond en fait de dire que par exemple un entraînement, il va être noté de 1 à 10. On peut avoir ressenti par exemple une échelle de 8, donc qui est un très intense, et déclarer que finalement il n'a pas été très dur, donc déclarer par exemple 4 comme note pour montrer qu'on est prêt pour le week-end après, mais finalement physiquement on ne se sent pas bien à ce moment-là. On peut parler aussi de la pression de la concurrence qui mène justement à des fois ce manque de sincérité. Et sur une surdépendance aux chiffres où là, certains joueurs peuvent se concentrer uniquement sur la data. Or, ce n'est pas, ce n'est pas toujours la réalité du terrain et la data doit être utilisée en rapport justement au terrain. Donc, notamment cette pression des chiffres qui peut être ressentie par les joueurs. Donc, je l'ai évoqué hein, par rapport au RPE ou plutôt au wellness. Donc là, c'est le questionnaire de bien-être où en fait chaque matin, on va avoir avant l'entraînement un questionnaire pour dire comment on évalue notre santé mentale à ce moment-là, comment on se sent en termes de fatigue, comment s'est passée notre nuit. Et on peut voir que bah, une citation qui est très vraie par ma petite expérience, mais qui a été évoquée par Elias, où en fait, c'est compliqué de toujours dire la vérité parce que si tu es fatigué, bah, tu peux être contraint de ne pas jouer le week-end d'après. On a Léo Barry qui nous confirme cela avec le fait que parfois il dort un petit peu moins que 8 heures par nuit et que du coup, pour rassurer, il va dire qu'il a très bien dormi cette nuit-là. Donc, cette petite tension révèle que la donnée peut devenir un outil de contrôle plutôt que d'accompagnement, même si le but est de rester sur cette partie accompagnement. Parfois, on préfère ne pas toujours révéler la vérité pour éviter d'être sanctionné, en tout cas les week-ends d'après. On parle de l'instinct, comme évoqué lors de mon interview avec Léo Barré et même avec Jonathan Mayao, où en fait finalement l'ensemble des joueurs et moi-même, on est plutôt unanime sur le fait que l'instinct doit rester très important dans le rugby parce qu'il y a une grosse part d'adaptation sur le temps réel, sur ce qui se passe. On a beau analyser tous les matchs et les comportements de nos adversaires, d'un week-end à l'autre, ça change et puis la réalité du terrain est toujours un petit peu plus différente. Donc, Léo Barry a pu évoquer le fait que voilà, il a un jeu qui fait qu'il joue beaucoup avec son instinct et en fait, par exemple, sur des positions de match ou sur une position moins bonne de son équipe en termes de classement, fait que des fois, il va être contraint de restreindre son jeu et donc euh, son, son instinct et ce qui fait qu'il aime pratiquer ce sport. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop menacé parce que là, par exemple, sur le cas de Romain Tamac, donc qui, lors de la finale du top 14 2023, en fait, sur la fin de match, il se retrouve à faire quelques erreurs tactiques et des mauvaises réalisations qui pénalisent son équipe, notamment à un moment clé où son équipe est menée. Et en fait, si on analyse les datas, on voit que à ce moment-là, il doit sortir parce que mentalement, il n'y est plus, parce que physiquement, du coup, il est déclaré donc, dans le rouge, ce qui signifie qu'il vaut mieux qu'il sorte pour ne pas risquer de se blesser.
Mais finalement, son coach lui a fait confiance parce qu'il connaît son joueur, parce qu'il a laissé l'instinct de son joueur et finalement, il est auteur d'une action personnelle qui fait gagner son équipe dans les derniers instants. En ce qui concerne les limites, il y a aussi une inégalité d'accès. Donc, j'ai essayé de le schématiser de par les niveaux et donc les revenus, la différence de revenus qu'il peut y avoir entre les différents niveaux. Bah voilà, on sait que que la meilleure division nécessite davantage de sollicitations et donc de sponsors, de, de supporters présents au stade, etc. Toutes ces choses font que logiquement, ils ont des budgets supérieurs aux divisions inférieures. Malgré cela, on peut voir que voilà, il faut que ces outils, même si on ne peut pas avoir tous les meilleurs outils, je pense par exemple au 1080p, qui coûte très cher, n'est pas accessible à tous, mais on peut essayer toujours de trouver des choses pour essayer de remplacer ces outils et donc essayer d'aider au maximum la performance des joueurs, quel que soit le niveau. On peut aussi aborder une pression médiatique, donc comme l'évoque très bien cet article de Midi Olympique, donc, qui est l'un des médias spécialisés dans le rugby. On peut voir que bah, les joueurs sont chaque week-end notés. Là, on peut voir rapidement que cet article évoque pourquoi l'équipe de France est nulle, tout simplement en gros titre. Donc, cette pression médiatique a fait que chaque victoire va être évidemment magnifiée, mais par exemple, sur les critiques, quand il y a une victoire, les joueurs vont quand même être notés. Donc, c'est pas parce que l'aspect collectif fait que le résultat est positif que individuellement, le note va être bien noté. Il peut être très mal noté parce qu'il est passé à côté de son match. Donc, tout est analysé, tout est fait pour que les joueurs puissent avoir un détail de leur match. Donc, cette pression médiatique, elle intervient puisque parfois les journalistes vont avoir des mots assez durs ou les journaux aussi. Il peut y avoir aussi les enjeux sportifs qui font que voilà, les médias vont relayer évidemment les actualités et donc nécessiter bah, le fait qu'il peut y avoir une baisse de performance, euh, que l'attractivité du club peut être vraiment menacée. Et donc, ces enjeux sportifs, qui peuvent être par exemple une relégation de son club, va pouvoir réellement impacter les joueurs parce que en fait, ils vont déjà avoir la pression en interne, de plus avoir le relais médiatique qui va pouvoir leur mettre une pression. Donc cette double contrainte exige en fait des clubs une communication qui doit être maîtrisée avec une résilience assez forte sur la partie mentale pour essayer de toujours extérioriser ces critiques externes. En ce qui concerne les enjeux éthiques, on a pu évoquer avec Monsieur Léaumont que voilà, son outil était d'une grande qualité, mais que bah, par exemple, voilà, tout le monde était en capacité de pouvoir analyser les joueurs, de pouvoir faire leurs statistiques de match. Malgré tout ça, bah, voilà, et on sait que les clubs de très haut niveau ont accès à des informations personnelles sur l'état familial, sur l'état de santé des joueurs, notamment sur leurs blessures, là où ils ont été blessés, etc. Il faut qu'il y ait quand même davantage de surveillance par rapport au fait que les données ne doivent pas être échangées, ne doivent pas être divulguées, parce que la pression médiatique fait que on veut en savoir davantage sur les joueurs, savoir comment ils vont, qu'est-ce qui se passe au sein des clubs, mais il faut quand même protéger ces données, et notamment les données biométriques concernant les joueurs. Donc, concernant les innovations à venir, donc, le rugby est à l'aube de révolutions technologiques, où la data donc, se contentera plus de mesurer, mais de prévoir et optimiser, d'éclairer chaque décision. Donc là, on va parler donc, de technologies émergentes, notamment grâce à l'arrivée de l'IA, de coaching en temps réel, le fait de pouvoir avoir un écran au bord du stade qui va pouvoir nous permettre de faire des retours personnalisés, ou alors une hybridation de l'intelligence, où, où là, on va pouvoir tout de suite parler du coaching en temps réel, où en fait,
l'équipe de France a mis en place. Donc, c'est un écran géant qui va pouvoir permettre de faire un retour sur ce qui se passe en temps réel sur le terrain. Ça a été mis en avant aussi par l'UBB, donc c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui évolue donc, en top 14 et qui a été récemment sacré champion d'Europe. Donc là, ça va être plutôt sur les actions sur le terrain. Elles vont être tout de suite mis à disposition du staff avec peut-être un délai de 30 secondes où en fait, on va pouvoir faire des retours directement aux joueurs avec une possibilité d'application directe sur le terrain pour pouvoir corriger les erreurs identifiées le temps de ce retour. Comment on peut aller vers une hybridation donc, entre intelligence ou l'avenir de la data plus l'humain. Donc, on va essayer de pouvoir essayer de former davantage les acteurs, puisque, comme a pu nous évoquer M. Serge Fourquet, il s'est formé seul, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de formation pour pouvoir être analyste vidéo. Un équilibre décisionnel où, donc là, la data elle va pouvoir permettre de faire intervenir l'intelligence artificielle qui va pouvoir venir, notamment grâce à l'IA, faire intervenir une aide sur le codage, sur différents aspects du jeu qui vont pouvoir être analysés plus vite. Et donc, il va falloir avoir une culture partagée, donc dans cette transparence de dialogue, où en fait, de plus en plus d'informations sont demandées et sont scrutées par les coachs et les analystes, mais il faut que les joueurs aussi en soient informés pour pouvoir les aider à leur performance. Je vais vous faire mes recommandations et puis ma conclusion, et puis je m'arrêterai là. Donc, sur l'équilibre de la data, donc on va essayer de croiser les statistiques avec un ressenti des joueurs, où là, il va falloir que les joueurs soient davantage formés donc, sur ces outils. De cette manière, on va utiliser la donnée comme une aide à la décision et il faut jamais, comment dire, contraindre la donnée à la vérité absolue. Donc, c'est pas parce qu'un GPS va dire que on a effectué de super stats, qu'on a été bon sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que ces outils restent vraiment un support. Il va falloir réduire les écarts, donc notamment sur le fait qu'il y ait des grosses divergences entre le haut niveau et le niveau semi-professionnel. Donc, pouvoir essayer de rendre de plus en plus accessible les outils numériques. Un accompagnement psychologique, donc comme on l'a dit, les staffs ne sont pas forcément tous formés et n'ont pas forcément les moyens de pouvoir connaître et utiliser à bon escient ces outils. Et une innovation donc responsable, donc là, ça va être plutôt intégré de nouvelles technologies, mais il ne faudra surtout pas retirer la nature de ce sport ainsi que ses valeurs et donc laisser le joueur au centre de tout ça. Et pour conclure, donc, la donnée doit être perçue donc, comme un outil de valorisation, de soutien à la performance et non une contrainte ou une vérité absolue. Donc, cette recherche m'a révélé que la data constitue un formidable levier d'optimisation dans le rugby moderne, mais elle ne peut ni remplacer l'intelligence du jeu, ni gommer la dimension humaine. Donc, le but, c'est vraiment de construire une culture partagée de la donnée où chaque joueur comprend ce qu'elle mesure, pourquoi elle est utile et dans quel cas mesure, euh, euh, dans quel cas les décisions peuvent être menées grâce à elle. Donc, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir conserver les belles valeurs de notre sport et faire que la data ne soit qu'un outil d'aide à la performance et rien de plus. Je vous remercie de votre écoute